ce soir, c'est ça, je veux vous présenter en fait le terrain de jeu dans lequel je joue depuis 15 ou 20 ans, qui est la guitare romantique. Euh, cet atelier-là s'appelle Territoire avec un S de la guitare romantique parce que il y a beaucoup la guitare romantique, c'est pas un seul pays, c'est pas un seul lieu, c'est beaucoup de pays, beaucoup de gens qui voyagent à travers ces pays-là. Puis j'aimerais vous présenter vous présenter ces territoires-là. D'abord, juste pour commencer, la guitare romantique, c'est peut-être pas tout le monde qui a une idée absolument claire de ce qu'est la guitare romantique. Bien, en fait, la guitare romantique, c'est la guitare, mais au 19e siècle. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle pour pas se mélanger avec la guitare classique. La guitare classique, c'est la guitare qu'on joue aujourd'hui, là, la guitare qu'on voit habituellement, qui s'appelle classique, mais qui devrait probablement s'appeler moderne, parce qu'elle ne date pas de l'époque classique, elle est vraiment de l'époque moderne. Et la guitare romantique, c'est la guitare qu'on utilisait au 19e siècle. Donc, les gens au 19e siècle ne disaient pas ben, je vais aller m'acheter une guitare romantique. Ça, c'était de guitare. La guitare c'était la guitare que tous connaissaient, bien qu'il y avait plusieurs sortes de guitares. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Je vais vous présenter l'univers dans lequel je vis depuis plusieurs années. Donc, pour parler de la guitare romantique, pour bien présenter, pour présenter correctement la guitare romantique, il faut parler un peu de la guitare baroque. L'époque baroque, c'est l'époque qui précède, donc qui date de 1600 à 1750. Puis, la guitare à l'époque baroque était très présente, très importante, et la guitare romantique est vraiment une, une descendante, est vraiment un changement ou une transformation de la guitare baroque. Je peux peut-être tout de suite vous en montrer une guitare baroque que j'ai amenée ici pour juste se faire une idée visuellement à quoi ça ressemble. Alors, j'ai ici un, si on, un instrument qui est une guitare baroque, qui est un peu plus petit qu'une guitare romantique, qui est un instrument, qui est un instrument à 10 chœurs, parce qu'il y a des cordes doubles. Donc, la guitare baroque est un instrument qui a eu énormément de popularité. Il y a eu des grands noms dans l'interprétation de la guitare baroque, comme par exemple Robert de Visé, qui avait l'oreille de Louis XIV. En fait, il jouait de la guitare à Louis XIV, qui était le roi de France. Puis à cette époque-là, la France, ben, c'est pas juste un. Louis XIV, c'est pas juste un autre monarque comme un autre. C'est le roi d'un pays, du pays le plus puissant. Et il y a Robert de Visé qui lui joue de la guitare. Donc, ça assure une présence à cet instrument-là, un rayonnement incroyable. Euh, alors, l'instrument vraiment devient très prisé dans les milieux aristocratiques. Donc, la guitare est vraiment, très, très, très appréciée. Et là, en France, il y a un événement qui se produit, qui est un événement majeur, qui s'appelle la Révolution française, qui a vraiment fait beaucoup de, qui a eu des répercussions majeures dans beaucoup, beaucoup de secteurs. Euh, Puis la guitare, avec la Révolution française, va au même moment
subir une transformation, va perdre ses cordes doubles, va se mettre à avoir des cordes simples et comme la guitare baroque qui passe de l'aristocratie vers la classe moyenne, la bourgeoisie, la guitare va faire le même chemin. Donc, avec la Révolution, la guitare devient un instrument que les gens utilisent, un instrument, on va dire, populaire dans tous les sens du terme. Un instrument qu'on peut traîner avec soi, qu'on peut acheter, qui va accompagner les chants révolutionnaires, qui va devenir quelque chose de commun dans les maisons des gens et non pas juste dans les maisons, dans le palais de Versailles. Voilà. Puis aussi, il y a au tournant du 19e siècle, on arrive en 1800, il y a un changement d'esthétique aussi. On voit un retour vers l'esthétique gréco-romain, une espèce de mode qui fait rage. C'est pas la première fois dans l'histoire qu'on va revenir vers l'art grec, mais c'en est un des moments. Puis la guitare fonctionne bien avec cette esthétique-là. Si vous voyez l'image qu'on voit actuellement, c'est la page d'une page couverture des principes généraux de la guitare de Doisy, d'ailleurs qui est dédiée à Madame Bonaparte elle-même. Puis, vous voyez, on voit au bas de l'image une lyre, on voit une guitare. En haut, on voit une espèce de figure qui pourrait sortir directement du statuaire grec. Alors, la guitare, en plus de porter les idéaux d'une nouvelle bourgeoisie, ben, va aussi, elle paraît bien dans le décor de l'époque romantique. Donc, je vais tout ça, ça m'amène naturellement à parler du premier pays du premier territoire qui est important pour la guitare romantique, c'est la France. Euh, la France est un pays qui a une tradition musicale dans les années précédentes, à l'époque baroque en l'occurrence, qui est extrêmement forte. Quand on est un compositeur baroque, en fait, on a deux options, grosso modo. Là, je généralise un peu, mais on a deux options. On compose à la française ou à l'italienne. Donc, c'est à peu près les deux. Il y a des petites variantes, là, mais c'est pas mal ça. Donc, toute cette richesse-là musicale va pouvoir donner naissance à un nouveau style français classique et romantique. Quelque chose qui est important de mentionner avec la guitare, c'est qu'elle est utilisée. Ben, ce que je veux dire, que souvent, on entend la guitare jouer par un guitariste seul, comme moi ce soir. Je peux jouer de la guitare. Mais d'habitude, le plus souvent, on l'entendait en accompagnement de la romance. Les romances, c'est des chansons comme des leads, des chansons en français que les gens adoraient. Alors, la guitare était un instrument très recherché pour accompagner ces chansons-là que les compositeurs pondaient là, vraiment là, régulièrement. Moi, dans les années 2006, 2007, 2008, j'ai fait des recherches à la Bibliothèque nationale de France pour essayer de trouver des partitions qui étaient seulement à la Bibliothèque nationale de France. Puis, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des pièces pour guitare seule, mais pour chaque pièce de guitare seule, il devait y avoir 50 romances accompagnées à la guitare. Donc, c'est un style hyper important, puis il faut... puis c'est des pièces qu'on n'entend presque jamais. Il y a 1 an et demi, j'ai fait un récital avec une soprano américaine, Jessica Gould. On a chanté des romances françaises, puis c'était la première fois vraiment que j'en entendais. Donc, la vocation d'accompagnement de la guitare est toujours présente à cette époque-là. Donc, pourquoi
la France. La France est vraiment un terreau propice pour que la guitare émerge parce que, d'abord, il y a beaucoup de gens qui veulent jouer la guitare. Euh, il y a beaucoup d'amateurs qui veulent apprendre, ce qui donne beaucoup de travail aux guitaristes, compositeurs, qui peuvent non seulement faire des concerts, mais qui peuvent aussi enseigner et qui peuvent aussi éditer des partitions, entre autres des méthodes. Tu sais, des méthodes de guitare. On voit ça là, en France au 19e siècle. C'est comme si chaque compositeur avait sa méthode, sortait sa méthode. Puis Paris, à cette époque-là, c'est ni plus ni moins que la capitale mondiale de l'édition. Les grands éditeurs sont là. La capitale aussi de l'éducation de, avec le conservatoire de Paris, le nouveau conservatoire de Paris. Et donc, tout ça donne beaucoup d'opportunités pour les compositeurs de jouer leur musique, d'enseigner, de gagner un peu d'argent en faisant ça. Donc, à cette époque-là, à Paris, on parle ni plus ni moins que de la guitaromanie. Tu sais, on appelle ça comme ça. Euh, comme sur l'image que vous voyez actuellement, le nom, c'est tellement à la mode qu'on appelle ça la guitaromanie. C'est quand même fantastique. Moi, je trouve ça superbe. Euh, donc, il y a, pour participer à cette guitaromanie-là, il y a des guitaristes français qui font de la musique, qui composent. Il y a des guitaristes étrangers aussi qui partent de très loin, qui partent d'Italie, de Bohême, d'Angleterre, qui viennent travailler à Paris à cause de toutes les opportunités qui sont offertes à eux. Alors, il y a quand même, moi, je me suis, dans les premières années de travail sur la guitare romantique, je me suis beaucoup intéressé aux guitaristes français. Parce que il y a, dans ceux qui connaissent un peu la guitare classique, on connaît beaucoup de compositeurs italiens, mais il y a beaucoup de compositeurs français romantiques qui sont absolument méconnus, qui ont mis de l'avant un style qu'on pourrait appeler le style romantique français, qui, encore une fois, comme eux, comme les compositeurs, est très méconnu. Hein? On connaît le style romantique viennois, comme Beethoven, Schubert. On connaît le style romantique italien, avec, par exemple, le grand représentant de l'opéra, Rossini, le compositeur romantique par excellence. Mais le style romantique français est encore à découvrir. Puis, c'est pour ça que j'ai trouvé important, sur mes 2 premiers disques, de jouer de la musique française romantique et d'essayer de retrouver ce style romantique français. Donc, je pourrais vous en jouer un petit extrait. C'est une pièce que je vais jouer au complet dans le récital de samedi soir pour ceux qui auront la chance d'être à la salle Michel-Côté ce samedi soir. C'est une sonate de Louis-Ange Carpentras que je vais vous jouer avec une guitare française, qui est une guitare originale, une guitare construite en 1820 par le luthier Cabas Bernard.
Donc voilà, c'est juste un petit extrait du troisième mouvement de la sonate brillante de Louis-Ange Carpentras. Puis, donc, la guitare, vous voyez qu'elle est juste un peu plus petite, un peu plus grande que la guitare baroque, mais est quand même très semblable. C'est des instruments qui sont vraiment voisins. Le, le deuxième territoire dont je veux parler, c'est euh, l'Italie. Alors, l'Italie a aussi, comme la France, une tradition guitaristique datant de l'époque baroque qui est très forte. On pense par exemple au grand guitariste Francisco Corbetta, qui était aussi quelqu'un qui composait pour le roi. D'ailleurs, on voit ici la page couverture, frontispice de sa guitare royale dédiée au roi. Et ce roi-là, c'est Louis XIV. Toujours. Donc, il y a cette tradition-là qui est présente en Italie et qui va, comme en France, se transformer avec le passage du 18e siècle au 19e siècle avec la guitare romantique. Dans toutes les villes italiennes, il va y avoir une tradition guitaristique très forte, mais contrairement à Paris, contrairement à la France, l'Italie est pas est à cette époque-là une espèce de mosaïque de provinces qui n'est pas aussi centralisée que la France. Donc, elle n'est pas aussi attirante que Paris. Il n'y a pas toutes ces maisons d'édition, il n'y a pas de conservatoire, il y a pas, il y a pas cette systématisation-là des séries de concerts. Donc, les guitaristes italiens vont beaucoup bouger et aller vers Paris ou aller vers Vienne. Euh, donc, on les retrouve à peu près toujours à l'étranger. Mais ils sont quand même, ils sont pas moins extrêmement importants. Je vous en présente quelques-uns que je vais jouer au concert de samedi soir. Il y en aurait, je pourrais vous parler de plein d'autres compositeurs, mais j'en ai choisi 3 qui sont très marquants, très importants. Donc, le premier, c'est Niccolo Paganini, qui est, si vous voyez sur la photo ici, là, ben, il joue pas, il y a pas de, il y a un violon, là. Il ne joue pas de la guitare. Mais Paganini était non seulement un violoniste, mais aussi un guitariste qui a composé énormément et des pièces superbes. On le connaît un peu moins comme un guitariste, mais c'est une partie importante de son œuvre. Ici, je trouve ça très intéressant parce que j'ai réussi à trouver c'est une photo, en fait, c'est pas une photo, c'est un daguerréotype. J'espère que je le dis comme il faut. C'est comme une impression de l'image sur de l'argent. Je ne pensais pas qu'on avait vraiment une image comme ça, quasiment photographique de Paganini. Donc, j'étais très content de partager ça avec vous. Un deuxième, c'est Ferdinando Carulli, voilà, qui était un des guitaristes les plus importants à Paris. Il éditait de la musique, il composait, il publiait des méthodes. Je parlais un peu plus tôt des méthodes que les guitaristes publiaient pour les amateurs, pour ceux qui voulaient apprendre la guitare. Ben, Carulli en a publié 7 méthodes. Donc, il y avait, en plus d'être un compositeur qui composait des œuvres superbes, sublimes, il était aussi quelqu'un qui savait faire de l'argent avec ce qu'il faisait. Alors, il est devenu éditeur lui-même. Il éditait sa musique et finalement, c'est un incontournable de la guitare. C'est un napolitain. Donc, il vient de Naples, mais rapidement, il s'est établi à Paris. Et le troisième Italien que je vous présente, c'est Mauro Giuliani, qui est un des compositeurs guitaristes les plus importants aussi, qui est, lui, il s'est établi à Vienne. Donc,
les grands centres hein, de la musique romantique. Il y avait Paris, Vienne. Alors lui, c'est vers là qu'il a été. Il y a eu un rayonnement tellement fort qu'à un certain point, il y avait un magazine, une revue en Angleterre qui portait son nom. Donc, c'est fort. Moi, il n'y a pas de revue qui porte mon nom. C'est vraiment, c'est un fait incroyable. Je me compare pas à Giuliani. Puis, ce qui est le point commun entre ces musiciens-là, c'est que quand on regarde leur musique, quand on regarde leur style musical, c'est extrêmement basé sur l'opéra. Puis, tu sais, quand on pense à l'Italie et à l'opéra, c'est comme un, un- un cliché un peu. On se dit, mais dans le cas de ces guitaristes-là, c'est extrêmement vrai. Leur musique est extrêmement vocale. Euh, la mélodie est vraiment prédominante. D'ailleurs, Giuliani compose plusieurs œuvres basées sur des thèmes de Rossini. Alors, quand on en fait à la musique italienne, on ne peut vraiment pas passer à côté. Il faut avoir l'opéra dans l'oreille, avoir le lyrisme dans l'oreille. D'ailleurs, mon prochain disque dont Stéphanie nous a parlé va être consacré aux compositeurs italiens, là, dont à ces trois compositeurs italiens-là. Voilà. Donc, je vais vous jouer un petit bout d'une sonate de Giuliani, de Mauro Giuliani, du deuxième mouvement de la sonate opus 15. Puis je vais essayer de rendre ça le plus legato et le plus lyrique possible. Voilà. Donc, ça, c'est pour la musique vraiment très, très belle de Mauro Giuliani. Troisième territoire très important aussi, c'est l'Autriche. Donc, l'Autriche a une riche tradition musicale, spécialement à ces époques-là. On a à la fin du 18e siècle, à Vienne, on a la première école de Vienne. Alors, Mozart, Haydn, puis Beethoven, qui ont été extrêmement influents. Puis, on a, par exemple, aussi
des guitaristes qu'on connaît vraiment beaucoup moins. Hein. Ça, c'est on connaît pas tellement les guitaristes français, on connaît aussi très peu les guitaristes autrichiens. Mais il y en a beaucoup, puis je sais, j'ai des collègues qui font des recherches là-dessus, qui amènent des nouveaux compositeurs, qui font ressurgir des nouveaux compositeurs, ben, pas des nouveaux compositeurs, mais des nouveaux anciens compositeurs qu'on ne connaissait pas, puis qui méritent vraiment d'être connus. Euh, mais donc, c'est ça. Euh, ce que je voulais dire, c'est que le style musical de la première école de Vienne, Mozart, Haydn, Beethoven, a vraiment influencé ces musiciens-là parce que c'est vraiment omniprésent à Vienne, mais pas juste à Vienne. Évidemment, il y a un rayonnement international. Ben, par international, je veux dire européen. Mais donc, ça a été une influence. Et en Autriche, à cette époque-là, il y a quand même d'autres influences importantes, comme par exemple le style hongrois. À cette époque-là, l'Autriche, c'est l'Empire d'Autriche et dans l'Empire d'Autriche, il y a la Hongrie. Et la Hongrie a des idiomes musicaux très, très, très particuliers. Ce qu'on appelle le style hongrois. Alors, on peut définir le style hongrois comme la musique traditionnelle hongroise qu'on retrouve dans le style des gitans, dans le style des tziganes, par exemple. Et ça a eu une influence très grande sur les compositeurs, sur plein de compositeurs, dont Haydn, par exemple. Joseph Haydn a été exposé à cette musique-là et on entend ça dans sa musique. D'autres aussi, on peut penser aux rhapsodies hongroises de Liszt, aux danses hongroises de Brahms. Donc, c'est un style qui a été très important et qui a influencé euh, un des compositeurs les plus importants pour la guitare, un des compositeurs viennois les plus importants, qui est Johann Caspar Merz, qu'on voit ici sur l'image. Donc, Merz vient de la ville de Bratislava, qui fait maintenant partie, qui est maintenant la Slovaquie. Puis, il a composé énormément et a utilisé cet idiome hongrois-là. Puis, je peux vous en jouer juste un petit extrait sur cette fois-là, un petit extrait de la fantaisie hongroise de Merz, que je vais jouer samedi soir. Et cette fois-là, sur une guitare viennoise. Donc, qui est différente de la guitare française que j'ai jouée que j'ai utilisé pour la musique française et pour la musique italienne. Donc, le style de guitare viennoise était passablement différent et on l'entend bien dans le son.
Donc, juste un petit extrait là, juste pour vous donner envie d'acheter des billets pour le concert de samedi soir. Je vais parler brièvement d'un dernier pays, et puis je suis sûr que plusieurs vont trouver ça bizarre que j'en parle pas plus, c'est l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est le pays de la guitare. Normalement, on associe la guitare à l'Espagne, mais un peu comme l'Italie, dans un sens, l'Espagne a une tradition qui est orale, une tradition, quand on pense au flamenco, c'est une tradition orale qui se transmet non pas en écrivant des partitions, mais en enseignant la guitare seulement, je trouve pas, je trouve pas le mot que je veux dire, mais sans avoir recours à écrire, à fixer le texte musical sur une feuille. Donc, la tradition flamenco a donc pas pu euh, euh, s'imposer comme les autres traditions se sont imposées à ceux qui pouvaient avoir recours à la musique imprimée qu'on a encore aujourd'hui. Mais il y avait quand même de la guitare en Espagne, bien entendu. Et puis, je vais jouer samedi soir une pièce d'un compositeur espagnol très connu qui s'appelle Fernando Sor. Et donc, ce pays-là va quand même être représenté. En, en terminant, j'aimerais peut-être juste parler un peu de mon approche de la guitare romantique. Quel est mon processus quand quand je monte la musique, quand je prépare des concerts, quand je fais comme ça une résidence, qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Alors, euh, euh, quand on a devant soi de la musique romantique, euh, on a de la musique écrite par des compositeurs qui baignaient dans une culture musicale, qui était... il y avait pas. Aujourd'hui, par exemple, on peut aller voir un concert le lundi, un concert de musique de la Renaissance. Le mardi, un concert. Ben là, actuellement, on peut pas aller voir de concert. Oui, on peut venir voir des concerts à la salle Michel Côté. Mais bon, donc, on peut entendre de la musique du 20e siècle, du 21e siècle. Mais à cette époque-là, la seule musique qui existe, c'est la musique qu'on produit actuellement. Donc, tout le monde est dans la même culture, et la musique ancienne, à cette époque-là, c'est la musique composée il y a 6 mois. C'est pas la musique de la Renaissance. Donc, alors, quand on est dans une culture, il y a des choses qu'on assume que les gens vont connaître sans avoir à les décrire précisément. Puis je donne un exemple que j'aime beaucoup, là. Si on prend un chanteur ou une chanteuse actuelle, je vais prendre quelqu'un qu'on connaît bien, Céline Dion. On va parler de Céline Dion. Ben, Céline Dion, quand elle chante une chanson, ben, elle fait, on s'en rend pas toujours compte, mais elle fait pas juste chanter les notes, elle fait plein d'inflexions, elle fait des petits ornements, elle fait des petits glissando, elle fait toutes sortes de trucs qui sont que si on prend une partition de Céline Dion, ben, toutes ces choses-là ne sont pas écrites, il y a juste les notes. Donc, c'est parce que ça fait partie de notre culture actuellement de chanter la musique populaire de cette manière-là. Alors, il n'y a aucune partition de Céline Dion qui écrit à cet endroit-là, Céline Dion glisse entre deux notes au lieu de les attaquer. Ben, c'est la même chose à l'époque romantique. Les partitions, les compositeurs assumaient que les guitaristes allaient les interpréter d'une certaine façon sans avoir à dire tout. Puis moi, mon objectif, mon but, c'est de un peu retrouver la langue natale des compositeurs, la langue musicale natale, le style qui était pratiqué à l'époque. Donc, j'aimerais juste vous donner un petit exemple en terminant. Si on pouvait mettre la partition juste
la partition. Ça ici, c'est la romance de la grande sonate de Niccolò Paganini. J'ai mis juste la première ligne. Là, c'est moi qui ai écrit le petit TR au-dessus. Normalement, c'est ça. La ligne de la première ligne, c'est ça. Je vais juste prendre ma partition. Donc, on peut, si je le joue comme ça, c'est une belle mélodie, c'est très bien construit. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une esquisse, que c'est une espèce de façon. Puis on sait que Paganini écrivait très, très vite, puis prenait pas le temps d'écrire plein de choses. Donc, moi, j'ajouterais des glissando, j'ajouterais des ornements, j'ajouterais un peu comme ça. Puis si je la jouais, ça c'est la première ligne de la partition, mais si cette ligne-là revenait plus tard dans la pièce, ben, j'en ajouterais encore. Je ferais encore plus de, par exemple, un peu plus comme ça. Voilà. Puis quand on entend ça comme ça sonne quand même très naturel. Parce que c'est des choses qu'on retrouve dans les méthodes, dans les traités. Puis moi, je trouve que quand on joue ça de cette manière-là, c'est comme si on retournait, on pouvait vivre la musique à nouveau puis être touché comme l'étaient les gens à l'époque. Donc, moi, c'est ma façon, en trois mots, là, c'est la manière dont j'approche l'interprétation de la guitare romantique. Donc, ça fait un rapide tour du sujet. On peut peut-être passer, si les gens ont des questions, je vais céder le micro à Stéphanie qui va nous qui va prendre vos questions. Oui, alors je vous invite à activer votre vidéo pour que ce soit plus interactif et plus sympathique pour tout le monde. Bonjour à tous, c'est plaisant de vous voir. Je voulais voir, d'ailleurs, si vous avez des questions immédiatement, vous pouvez soit cliquer sur participant, puis ensuite lever la main numériquement, ou vous pouvez nous faire des signes comme ça, et ensuite je vous donnerai le tour de parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal? Oui, Éléonore, tu peux activer ton micro. C'est quoi les étapes quand tu as une partition devant toi puis qu'il y a comme rien, là? Tu dois avoir des... Comment tu fais pour dire, OK, là, je commence par mettre des glissando partout ou bien je fais des traits à tel endroit? Il doit y avoir des codes pour que tu te dises, là, je peux faire un trait, là, je mets un glissando. Là, comme c'est quoi tes étapes pour lire cette... puis rajouter des couches d'interprétation à la partition? Wow, c'est une super belle question. Merci beaucoup, Éléonore. Ben, il y a tellement de... En fait, là, c'est un processus qui... ça me fait penser, je me rappelle que j'étais stagiaire au Centre de musique baroque de Versailles en 2006, je pense. Puis je travaillais
sur l'interprétation, comme ça, on appelle ça la performance practice. C'est comment interpréter la musique. Puis je me souviens qu'un vieux chercheur m'a dit, mais c'est curieux que vous travaillez là-dessus. C'est quelque chose qu'on fait d'habitude tard dans sa vie. Ça prend du temps, ça prend de l'expérience. Puis moi, je me disais, non, 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 je suis capable de faire ça, là. Mais là, je pense qu'il avait raison. C'est que d'abord, il y a les choses, quand je vois une partition, maintenant, avec plusieurs années d'expérience, je vois tout de suite certaines choses qui sautent aux yeux. C'est juste un exemple. Par exemple, c'est que quand il y a deux notes qui sont éloignées, ben, je me dis tout de suite, si on est, puis là, si on est dans un mouvement lent, ben, je me dis, ah ben, on va essayer de les connecter. On va essayer de. Parce que je sais qu'à l'époque, on faisait ça, puis moi, j'aime ça, je trouve que ça sonne bien. Puis, donc, il y a des choses évidentes. Après ça, il y a des choses que je joue la pièce, puis plus je la joue, plus je me rends compte qu'il y a certains passages, en faisant de l'expérimentation, comme je fais cette semaine, j'expérimente en essayant d'ajouter des, comment dire, j'ai des mots anglais qui me viennent en tête, là, des paramètres d'interprétation, puis ça marche ou ça marche pas, mais plus je le joue, plus c'est comme si je retrouvais un peu une version qui, moi, m'apparaît être avoir du sens, qui, moi, me parle. Puis des fois, ça me prend vraiment du temps. Il y a une pièce que j'ai enregistrée sur mon dernier disque, là. Je la joue depuis 2003, puis j'ai jamais été satisfait. Puis dernièrement, j'ai comme compris que il fallait prendre plus de temps, il fallait utiliser du rubato, ça veut dire ralentir le tempo, puis tout d'un coup, pouf, ça c'est c'est ça, c'est cette pièce-là doit être jouée comme ça. Donc, il y a plusieurs, ça se fait vraiment avec du temps, en fait. Il y a certaines choses que je sais, que je vois tout de suite, mais il y en a d'autres qui me prennent vraiment longtemps avant parce que c'est comme apprendre une langue étrangère. On peut apprendre les règles, mais pour réussir à apprendre à l'appliquer de manière intelligente et spirituelle, ça prend du temps. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Éléonore. Merci beaucoup pour ta question. Merci, Éléonore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous êtes curieux de quoi que ce soit. Mais moi, j'aurais une question. Oui. Est-ce que c'est difficile de trouver du répertoire de musique romantique pour guitare au Québec? Je sais que tu as fait des recherches en Europe. Oui. Ben c'est ça. C'est que là dans le fond, on est dans depuis 2004, il y a énormément de choses qui ont changé. Et puis, il y a des choses qu'en 2004, il a fallu que j'aille chercher dans les raccoins pas du conservatoire, de la Bibliothèque nationale de France. Puis, Dieu sait que c'est très difficile de trouver des partitions à la Bibliothèque nationale de France. C'est comme un truc héroïque. Puis, alors que maintenant, ils sont en train de numériser ça. Donc, moi, j'ai fouillé, puis maintenant. Donc, on trouve de plus en plus de ce répertoire-là sur Internet parce que des bibliothèques décident de numériser leur collection, ce qui est une initiative incroyable pour nous. Donc, on voit régulièrement par exemple, des partitions qu'on ne connaissait pas. Puis là, tout d'un coup, la bibliothèque je ne sais pas moi, quelque part en Irlande, décide de numériser son fonds. Puis là, pouf, toutes sortes de nouvelles partitions qui arrivent. Alors, c'est vraiment comme ça. Parce que ça passe. Et puis aussi, c'est que moi, ce que j'aime, c'est travailler sur les facsimilés, les éditions originales et non pas travailler avec des éditions modernes. Parce qu'il y a plein de petits détails qu'on trouve dans les éditions originales et ce que les
bibliothèque numérisée, souvent, c'est les éditions originales. Donc, c'est comme un trésor qui s'ouvre un petit peu plus à chaque jour. Il y a encore, par exemple, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans des bibliothèques en Europe qui n'ont pas les moyens de numériser. Alors, il y a encore énormément de trésors cachés. Moi, ça m'arrive des fois que quelqu'un, je reçois un courriel qui me dit ben, j'ai trouvé toutes sortes de partitions. Là. On voit ça encore aujourd'hui, puis je pense que ça va prendre du temps avant qu'on ait fait le tour. Donc, la plupart des pièces que tu vas nous présenter, ce sont des découvertes. Il y en a il y a certaines choses que je vais vous présenter qui sont toujours restées dans le répertoire, qui ont été comme par exemple la sonate opus 15 de Giuliani que je vais jouer. Ça a été publié en 1800, dans les années 1805-1810. Mais c'est resté dans le répertoire. Même Segovia jouait ça, donc il y a eu des éditions modernes. Ça n'a jamais quitté le répertoire des guitaristes, celle-là. Par contre, la pièce dont j'ai joué un extrait, la sonate de Louis-Ange Carpentras, cette pièce-là, si je n'étais pas tombé sur l'espèce de cahier avec plein de partitions françaises, puis je ne l'avais pas ouvert, ben, en tout cas, on ne l'aurait pas entendu maintenant. Là. Donc, ça, c'est une pièce qui est plus en édition, qui n'a jamais été en édition à part l'édition originale. Donc, c'est une pièce que les gens n'ont pas entendue pendant 200 ans. Des commentaires, des réactions? Bien. Ah! Éléonore se manifeste. Tu peux rétablir ton son. Excusez, je n'étais pas capable d'activer mon micro. Mais dans le fond, tu dis ça, mais toutes tes pièces, c'est la première fois qu'on les entend parce que tu improvises à chaque fois. C'est ça que je comprends. Fait que dans le fond, c'est jamais la même pièce totalement. Il y a toujours un aspect qui est nouveau parce que tu ne l'interprètes pas de la même façon. Est-ce que j'ai raison ou je suis dans le champ? Non, t'as absolument raison. Mais bon, c'est pas une nouvelle pièce complètement, mais moi, j'aime, quand je fais un concert, j'aime essayer des nouvelles choses, essayer des nouveaux ornements, Des fois, je joue, puis tout d'un coup, je me dis, ah, ce passage-là, ça devrait être. Il me semble qu'une appoggiature, là, ça serait super beau, puis je vais essayer. Ça fait des fois des très bons résultats. Des fois, c'est bizarre. Mais j'aime ça expérimenter puis essayer c'est ça, de trouver des nouvelles façons de jouer les pièces. Essayer de trouver des nouvelles façons de jouer aussi. Quand une pièce, le même passage revient plusieurs fois, d'essayer de trouver une manière d'amener de la nouveauté dans ces passages-là. Donc, oui, tu as raison, Eleonore. Mais on sent bien que les pièces que tu vas présenter en concert samedi seront bien rodées. Alors, je te remercie beaucoup, Pascal, puis merci à tous ceux qui étaient présents avec nous ce soir. Alors, voilà, je vous invite au concert. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette activité. Merci, Pascal, pour ta générosité. Alors, voilà, on se retrouve à la salle Chicoté, 20h samedi.